Ça, c'est un petit 360 entry pour vous remercier d'être 360 à suivre cette chaîne. Et salut, c'est Dafox. Aujourd'hui, on parle suralimentation. Alors, la suralimentation, c'est quoi? À quoi ça sert? Comment ça se présente? On va voir ça tout de suite. Alors, en fait, la suralimentation, c'est une solution qu'on a trouvée pour répondre à un problème tout simple. Et ce problème, c'est la puissance spécifique. Alors, la puissance spécifique, qu'est-ce que c'est? Rapidement, c'est la puissance comparée à la masse. Donc là, on parle plutôt de puissance spécifique d'un moteur. En effet, au début de l'automobile, pour augmenter la puissance, on augmentait simplement la taille du moteur. Et on se retrouvait avec un moteur comme un moteur Bugatti qui faisait 12 litres de cylindrée pour seulement entre guillemets 300 chevaux. Ce truc là ça pèse un âne mort, enfin bref, bon, on a vu mieux. Alors à l'époque c'était des moteurs atmosphériques, donc c'était une technologie qui fonctionnait très très bien et que j'aime beaucoup. Mais elle a ses limites. En effet, au bout d'un moment, il y a un plafond. Puisqu'un moteur atmosphérique aspire lui-même l'air ambiant, donc pour faire le mélange, donc il aspire lui-même le mélange, au bout d'un moment, il peut pas aspirer plus de mélange que sa capacité en fait. Par exemple, une bouteille d'eau d'un litre, vous pouvez pas la remplir plus que 1 litre, avec de l'eau en tout cas. En effet, on pouvait arriver sur des moteurs d'une cylindrée relativement faible, par exemple le moteur de la Peugeot 306 Maxi, qui était en atmosphérique et qui pouvait développer jusqu'à 300 chevaux, donc 150 chevaux en atmosphérique par litre de cylindrée, puisque c'est un moteur de litre. Et déjà, c'est assez incroyable. Mais bon, cette époque, c'était le top, quasiment même la limite atteinte en fait du développement des moteurs atmosphériques. Et donc, vu qu'on est très gourmand, on veut encore plus de puissance, et c'est pour ça qu'on a inventé la suralimentation. La suralimentation, en fait, ça consiste juste à gaver le moteur en air pour qu'il puisse délivrer plus de puissance, comme on gaverait un canard pour qu'il fasse du meilleur foie gras. Bon, vous avez compris que là l'idée c'était d'envoyer du pâté. Bon, du coup comment ça se présente et concrètement à quoi ça ressemble? En fait, dans la suralimentation, ce qu'on va chercher à faire c'est comprimer le mélange, et donc le fluide qui est le plus abondant dans le mélange et qui est le plus compliqué à obtenir pour le moteur, c'est l'air ambiant. Donc l'idée c'est de pomper de l'air ambiant pour le mettre sous pression à l'admission du moteur. S'il est sous pression, c'est-à-dire que dans un volume de mélange, ce mélange sera plus dense que s'il était à pression atmosphérique. Et là on peut relier très facilement la densité avec la pression. Admettons que le volume total change pas, ce qui est le cas, hein. Votre chambre de combustion au maximum elle peut pas être plus grande, elle est définie par votre cylindrée. Mais comparons avec un pneu de vélo. Votre pneu de vélo là, vous le gonflez, au début il est à 0 bar, il est à la pression atmosphérique en fait. Ah oui, parce que la pression qu'on mesure c'est une pression relative, ce n'est pas une pression absolue. On aura l'occasion d'en reparler à la fin de la vidéo. Du coup au début votre pneu il est à 0 bar, donc ça veut dire qu'en fait il y a de l'air à l'intérieur, mais il y en a autant que dans n'importe quel volume dans l'atmosphère. Ok, c'est un peu compliqué. En gros, admettons que l'intérieur de votre pneu, l'intérieur de votre chambre à air en fait, fasse 1 litre, et qu'il y ait 1 litre d'air dans votre chambre à air ou 1 litre d'air dans une bouteille d'eau, et ça aura la même densité. Et maintenant, si jamais vous gonflez votre pneu, donc admettons qu'on le gonfle à 1 bar de pression relative bien sûr, et à ce moment-là, l'air qui sera contenu dans votre pneu sera 2 fois plus dense que celui dans votre bouteille. Une bouteille que vous n'avez pas gonflée évidemment. Et du coup, si jamais vous montez à 2 bars, l'air qui sera dedans, dans votre pneu, il sera 3 fois plus dense que l'air atmosphérique, etc. Il faut vous dire que à l'admission dans un moteur, c'est à peu près pareil. Un peu de choses près, avec les frottements, les pertes, etc. Si vous multipliez la densité, vous multipliez donc la densité du mélange, et vous multipliez donc la puissance. En fait, pour être plus exact, vous multipliez juste la force qui va être délivrée, donc vous multipliez le couple. Et le couple, indirectement, va multiplier la puissance. On fera certainement une vidéo sur couple et puissance pour mettre tout ça au clair. Donc ça veut dire que sur votre voiture, par exemple, si vous avez une pression de suralimentation de 1 bar, en fait, vous prenez votre moteur en mode atmosphérique, donc vous lui enlevez tout ce qui est turbo-compresseur, voilà. Donc vous prenez cette puissance-là et vous la multipliez par 1 bar plus 1, en gros, puisque vous avez doublé la densité. Et donc, à peu près, vous avez doublé la puissance de ce moteur, la puissance atmosphérique. Donc admettons, c'est un moteur qui faisait, 130 chevaux en atmosphérique, qui est déjà pas si mal. Avec une pression de suralimentation de 1 bar, à ce moment-là, il fera 260 chevaux, environ. Dans la réalité, c'est un petit peu moins, mais après, ça peut dépendre d'autres paramètres aussi. En effet, j'aurais peut-être dû vous en parler un petit peu avant, cette règle de proportionnalité entre pression et densité n'est valable qu'à une température constante. Dès que vous changez la température, du coup c'est plus proportionnel. Et comme vous le savez sûrement, quand on comprime un truc, ça chauffe. C'est d'ailleurs pour ça que sur les circuits de suralimentation, d'ailleurs de nos jours en fait, vous voyez des intercooleurs. Ce sont des radiateurs air-air en fait, donc pour refroidir de l'air qui est à l'intérieur avec l'air de l'extérieur, simplement pour ramener l'air qu'il y a dedans à une température plus faible et donc multiplier la densité. C'est pour ça que les capteurs de température dans l'admission c'est très important. Bien, donc comment ça se présente du coup la suralimentation? Ok, je vous ai dit que c'était des
pompes, mais bon, j'imagine que vous avez une petite idée de ce que sont ces pompes, mais on va en parler très vite fait, même si je ferai peut-être une vidéo à part entière pour chacune. Donc on a deux grandes technologies qui existent, le compresseur et le turbocompresseur. Donc on va commencer vite fait avec le compresseur, c'est le plus simple. En fait c'est tout bête, c'est juste une pompe qui est mise en mouvement par le vilebrequin, par le moteur en fait. C'est-à-dire que plus le moteur tourne vite, plus la pompe tourne vite, donc plus elle fournira de débit. Et au bout d'un moment, vu qu'il y aura des obstacles, quand les soupapes seront fermées, etc., la pression va augmenter. Jusqu'à un certain point, jusqu'à ce qu'il y ait des fuites en fait dans l'autre sens, et que la pompe ne soit plus capable de fournir suffisamment de force pour faire augmenter la pression. Donc le problème de ça, c'est que ça consomme de l'énergie du moteur. Alors les compresseurs, vous allez très souvent les trouver sur des voitures américaines, les Américains en raffolent, ou alors sur certaines voitures allemandes. Parce qu'en effet, l'avantage du compresseur, puisque c'est couplé au vilebrequin, c'est que plus le vilebrequin tourne vite, plus le compresseur va apporter de débit, et donc de pression avec aussi derrière, puisque la pression augmenterait en même temps. Et donc ça donne un comportement très linéaire, un petit peu comme un atmosphérique. Et d'ailleurs, les compresseurs c'est rigolo parce que ça siffle. Voilà, c'est rigolo. Et du coup, les turbocompresseurs... Merci Sylvain. C'est une pompe centrifuge, pareil. Ce n'est pas une pompe qui est mise en route par le vilebrequin, mais c'est une pompe qui est mise en route par les gaz d'échappement. C'est-à-dire que les gaz d'échappement, ils ont une vitesse, ils ont de l'énergie encore, qui est jetée, entre guillemets, et donc ça permet d'en récupérer un petit peu. Et donc, puisque c'est des gaz qui font tourner l'hélice, en fait, du turbo, il faut qu'il y ait suffisamment de débit d'échappement pour faire tourner la pompe correctement, pour la faire tourner suffisamment vite, pour pouvoir comprimer, etc. C'est d'ailleurs pour ça que, à bas régime, votre moteur, en fait, vous n'avez quasiment pas de puissance, puisque c'est encore pire que l'atmosphérique, puisque vous avez plein de trucs dans l'admission, vous avez plein de freins en fait pour l'air, et donc votre moteur au début il galère quand il est bas dans les tours. Mais quand il commence à prendre des tours, il y a un régime où le turbo commence vraiment à fonctionner, c'est quand il commence vraiment à comprimer, et c'est à ce moment-là où on a un effet coup de pied, puisqu'on a de la puissance qui arrive d'un coup. Alors c'est super drôle, mais c'est absolument pas confortable. Mais c'est très drôle. Merci Sylvain encore une fois. Voilà, donc ces deux technologies ont des avantages, des inconvénients, mais la suralimentation généralement, c'est ce qui nous permet, en tout cas ce qui nous a permis depuis ces 50 dernières années, d'afficher des puissances absolument phénoménales pour des cylindrées absolument ridicules. Un petit exemple pour illustrer ça, la Peugeot 205 Turbo 16 là, elle sort 600 chevaux alors qu'elle a un petit 1,6 litre. Ça veut dire 375 chevaux par litre de cylindrée. Vous vous souvenez tout à l'heure de la 306 c'est à peu près 150 chevaux par litre de cylindrée. Bon, voilà, là c'est déjà plus de 2 fois plus. Alors même si c'était des moteurs qui tenaient pas longtemps, voilà, c'est quand même assez incroyable. Et maintenant on fait des trucs encore pires. On monte à des 5 bars de pression de turbo, bravo, voilà. Alors pour finir la vidéo, je vous avais dit qu'on reviendrait sur les pressions relatives et absolues. Et donc absolue, c'est par rapport à l'espace, c'est par rapport au zéro. La pression atmosphérique, c'est 1 bar de pression absolue, mais 0 bar de pression relative par rapport à la pression atmosphérique, ce qui est logique puisqu'on la compare à elle-même. Pour ça qu'il faut faire attention quand les gens vous affichent des nombres, à voir si c'est en pression relative ou en pression absolue. Parce que vous vous souvenez, il y a un petit 1 qui se rajoute quelque part. D'ailleurs, pour un ordre de grandeur, à part pour des dragsters ou des choses comme ça, si quelqu'un vous dit ouais, j'ai 2,5 bars de turbo, bon, ça fait quand même beaucoup de pression de suralimentation, 2 bars 5. Donc c'est probablement une pression absolue. Et à ce moment-là, vous pouvez lui demander confirmation si c'est bien une pression absolue ou si c'est une pression relative. Bon, j'espère pas trop vous avoir perdu, même si je sens que là, à la fin, ça va pas être facile. J'espère avoir été un minimum clair, du coup, et compréhensible. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas, les commentaires sont là pour ça. D'ailleurs, j'ai reçu quelques questions et ça me fait super plaisir, donc j'espère vous répondre correctement. En tout cas, c'est super de votre part de vous intéresser à ce que je fais. Encore une fois, merci beaucoup, et puis je vous dis à la prochaine, c'était La Fox, salut.